Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Âme artiste, chill. Bienvenue dans le tout premier épisode d'Âme d'artiste, le podcast chill qui creuse les tréfonds de notre âme et de la créativité. Souvent, nous avons une image un peu galvaudée de l'artiste. Soit on est des personnes ayant de la chance de vivre de notre passion, soit nous sommes des pauvres airs, des poètes et poétesses maudites, alors que c'est bien évidemment plus contrasté que cela. Nous sommes tous et toutes différentes, certains sont parents, certaines sont atteintes de maladies chroniques ou non, certains ne peuvent pas vivre sans dessiner alors que d'autres ne dessinent que lorsque c'est nécessaire, et certains encore savent déjà quel style graphique avoir alors que d'autres se cherchent encore, etc., etc. Tous ces sujets et bien plus encore, nous en parlerons dans Âme d'artiste, autant du côté éclairé que du côté obscur. Ce podcast est totalement fait par mes petites mains, donc si jamais mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter sur vos applications d'écoute préférées, cela me booste et me soutient dans cette aventure podcastienne. Et si jamais vous désirez me filer un coup de main financier, sachez que j'ai un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir financièrement. Les contributions sont de 2, 5 et 10 euros, et vous donnent accès à des bonus, des goodies et parfois des audios exclusifs pour les contributeurs et contributrices Patreon. Donc si vos économies le permettent et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me filer un coup de main là-bas, see you there. Et pour ce premier épisode, j'ai envie de commencer avec du lourd, la grande quête du style graphique. Ah, le style. Le sujet numéro uno chez tous les illustrateurs et illustratrices. Et quel sujet, celui de savoir à quoi devrait ressembler notre trait, ce qui est tout à fait normal quand l'on parle de notre moyen graphique de nous exprimer. Mais cet objectif est-il seulement esthétique ou bien dit-il quelque chose de plus profond sur nous et notre rapport à la création, ou même au métier de l'illustration? Et puis comment fait-on pour trouver son style? Peut-on en avoir plusieurs? Est-ce qu'on doit coller à la tendance? Est-ce que l'on doit trouver son style rapidement? Est-ce que je vais y penser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur chaque trait que je trace? Est-ce que je vais finir par devenir fou à force de ne penser qu'à ça? Est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou bien moi qui suis à l'envers? Du calme. Soufflons un peu et tentons de creuser le sujet dans cet épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ce qu'est un style artistique, que ce soit dans l'histoire de l'art ou dans la profession même d'illustrateur et d'illustratrice. Je vous donnerai des pistes de réflexion sur la manière de trouver son style de dessin et enfin, j'essaierai d'analyser en profondeur ce truc qui nous obsède tant avec le fait de trouver son style graphique. Vous verrez, il y a matière à réflexion. Vous êtes prêts ou prêtes? Bien confortablement installés? Alors, let's go. C'est quoi avoir du style? Bien, prenons de bonnes habitudes et essayons tout d'abord de comprendre ce qu'est un style artistique. C'est vrai quoi? C'est quoi au juste avoir un style? Évitons de trop extrapoler et partons du principe qu'il y a deux explications à ce qu'est le style. Tout d'abord, c'est un moyen de se démarquer et de trouver une identité graphique, quelque chose qui nous identifie tout en attirant l'œil de celui ou celle qui regarde notre illustration. Cela permet aussi de montrer ce que l'on est et ce que l'on comprend du monde qui nous entoure. Ensuite, c'est un moyen de s'inscrire dans une période artistique, que l'on puisse se ranger ou nous ranger dans la grande bibliothèque de l'histoire de l'art et de la créativité. Parce qu'on est humain et qu'on aime bien catégoriser pour mieux s'y retrouver, en général du moins. Et vous verrez que le terme bibliothèque n'est pas employé à la légère. En gros, l'une de ces catégories est plutôt terre-à-terre, orientée sur la pratique d'un métier créatif et son identité visuelle, et l'autre serait plutôt à ranger dans le milieu de l'art plus classique et académique. Du coup, commençons par le commencement, le style graphique comme moyen de se démarquer. En effet, quand on pense au style, on pense à un trait reconnaissable, des couleurs mémorables et pleines d'émotions ou des sujets traités qui nous émeuvent.
Tout ça, c'est un amalgame de choses qui nous ont touchés, nous touchent et qui nous toucheront chez tel ou tel artiste. Bon nombre d'entre nous se sont lancés peut-être dans l'aventure de l'illustration en étant impressionnés ou émus par des œuvres d'artistes émérites ou d'autres créateurs et créatrices plus discrets et discrètes, des amis ou des collègues par exemple. Et même si cela ne suscite pas d'envie artistique, cela nous grave dans la mémoire un rendu graphique et l'artiste qui est accroché. Quand je vous dis Van Gogh, vous pensez couleurs qui percutent, des textures, des traits et une vision troublée, presque irréelle et fantasmagorique. Si je vous dis Sonia Delaunay, forme, couleur, composition et le tout qui crée une émotion et une ambiance particulière. Je pourrais continuer la liste comme ça longtemps, mais je pense que vous saisissez l'idée. Le style graphique permet de remettre en tête un artiste, mais aussi de le démarquer des autres. C'est une carte d'identité graphique qui nous permet de se remémorer la personne derrière les visuels. Mais c'est aussi une manière pour elle d'exister graphiquement. Le style est aussi ce qui permet à une œuvre de fonctionner et d'être populaire, de lui donner de la profondeur. Après tout, pour reprendre le cas de Van Gogh, le mec en a chié des ronds de chapeau et avait une vie de pauvre air. Il galérait dans sa vie et finit par mourir seul. Ses tableaux n'avaient aucun succès ou bien très peu. Pourtant après sa mort, des gens furent émus par ses créations, d'autres sentiront le filon et le marché de l'art arrivera en faisant son travail. Depuis lors, tout le monde saura qui est Van Gogh, point même d'avoir des films, des documentaires et un épisode de Doctor Who qui ont été faits sur lui et sa vie. Son trait est reconnaissable entre tous, et chacun de ses tableaux vaut plus que n'importe quelle voiture de luxe. Tout ça de par son histoire, mais également et premièrement de par son style si particulier et sa manière de retranscrire ce qu'il voyait et ressentait. Bon, et pour nous alors, comment trouver son style et se construire une identité graphique ? Car c'est bien émouvant tout ça, Van Gogh, mais perso, j'ai envie qu'on me remarque et que ça fonctionne avant de clamser. Mais comment faire ? Commençons franco, le style ça ne vient pas comme une épiphanie. Ce n'est pas un ange qui viendra nous expliquer comment avoir du succès, car nous ne sommes pas la Vierge Marie. Donc pas d'immaculée conception à l'horizon. Du coup, la seule solution qui nous reste... Eh bien, c'est qu'il va falloir charbonner, mes petits potes. Ah oui, là tout de suite, c'est beaucoup moins glamour qu'une reprise de l'Annonciation. Pourtant, il faut en prendre conscience dès maintenant. Vous allez devoir chercher, dessiner, analyser et prendre votre mal en patience avec des mois et des années de pratique pour arriver à vous trouver une identité graphique qui vous corresponde. Mais rassurez-vous, il y a des choses très cool à travailler pour trouver son style et rendre cette quête plus sympa. En effet, travailler comme ça dans le vide sans savoir sur quoi se baser par avance, c'est comme tenter de démarrer une voiture sans moteur. Ce n'est pas demain la veille que vous arriverez à l'heure. Bien au contraire. Mais pourquoi c'est si différent ? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a autant d'artistes différents ? Je veux dire, dans le même traité graphique. Je citais Van Gogh et Delaunay. Mais je pourrais citer également Cindy Sherman et Cartier-Bresson en photographie ou bien Sofia Coppola et Edgar Wright pour le cinéma. Tous ces gens-là sont plutôt différents dans leur manière de créer, on est bien d'accord. Le rendu et les sujets traités qu'ils nous proposent dans leurs médiums respectifs est bien différent de leurs collègues, non ? Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui fait qu'un Van Gogh et un Delaunay ne sont pas les mêmes tableaux ? Que l'on arrive encore aujourd'hui à se différencier des uns, des autres et des artistes précédents. Évidemment, j'ai choisi deux artistes diamétralement opposés pour pousser le trait, mais nous pourrions très bien pousser le vice à prendre deux artistes venant du même mouvement artistique. Cela ne changerait rien à où je veux en venir, ils n'ont pas compris et digéré le monde comme les autres. Elle est là, la subtilité. Ce qui fait que lorsque nous créons, nous finissons par ne pas faire la même chose que notre collègue en face. Car nous n'avons pas les mêmes stimuli, la même vision du monde, le même Umwelt. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là avec ton Umwelt machin chose là ? Que vous devez peut-être vous dire actuellement. Donc avant de continuer, petit point définition. L'Umwelt est un terme employé en biologie et qui devient de plus en plus populaire via la vulgarisation sur internet par exemple. Ce terme désigne le champ sensoriel d'un individu, humain, animal ou végétal. Nous, les êtres humains, n'avons pas les mêmes moyens de voir et ressentir le monde qu'un chien ou une abeille. Un chien va avoir un odorat surdéveloppé, lui donnant accès à tout un champ de découverte olfactive qui ne nous est même pas imaginable. Pareil pour les abeilles, avec leur vision, leur permettant de discerner des couleurs que nous ne sommes même pas capables d'imaginer. Tout cela fait qu'un chien et une abeille voient le monde différemment de nous, tout comme nous voyons le monde différemment de ces deux animaux de par nos sens, notre biologie et notre chimie. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que cela ne se limite pas qu'aux espèces dans leur entièreté. Mais ça concerne aussi les individus au sein d'une même espèce. Un berger allemand n'aura pas le même odorat qu'un carlin, par exemple. Si je me prends en exemple, je mesure 2 mètres, je pèse facilement 185 kg, un beau bébé, je porte des lunettes pour mieux voir de loin, et je suis complètement dépressif.
Je vois donc bien différemment le monde qui m'entoure de quelqu'un qui sera de taille plutôt moyenne, plutôt mince, avec une vision parfaite et sans syndrome neurotypique. Du coup, si on nous demandait de dessiner une illustration sur un thème précis, eh bien il est quasiment sûr à 100% que le résultat de nos illustrations serait complètement différent. Et encore, là je me base sur la constitution physique et mentale, mais le vécu joue beaucoup sur notre manière de voir le monde. Un enfant qui a tout à découvrir ne ressentira pas le monde de la même manière qu'une personne approchant de la retraite et qui a déjà tout vu. On ne voit pas le monde, on l'interprète. Mais attention, cela ne veut pas dire que cela fige notre pratique dans un style influencé par notre Umwelt. Nous sommes des êtres dotés d'émotions, de réflexion, et qui avons un minimum de libre arbitre. Nous avons donc la possibilité de choisir ce que l'on veut représenter en fonction de ce qui nous est donné. Je peux décider d'avoir un rendu académique, la justesse et la droiture de ce qui est censé fonctionner comme la nature et les conventions académiques l'entendent, mais je peux décider aussi de laisser parler un peu plus mes émotions et donc débaisser les potards de la rigueur académique pour montrer quelque chose qui est plus dans l'émotion, le ressenti et ma perception. Un sujet sur lequel nous travaillons peut aussi nous amener à influencer notre trait. Nous n'allons pas dessiner de la même manière un sujet grave et difficile qu'un sujet léger et amusant. Recentrons un peu le sujet maintenant que l'on a compris tout ça. Comment aller plus loin dans cette quête du style ? Et est-ce qu'on ne peut pas pousser plus loin les potards stylistiques ? Comment alimenter la machine stylistique ? On sait donc maintenant que le style, c'est pratiquer et bosser son trait régulièrement et laisser parler et digérer ce qu'on interprète du monde. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver d'autres moyens d'alimenter tout ça ? Car après tout, nous vivons dans un monde bercé au quotidien de stimuli sensoriels manufacturés, d'images conçues et réfléchies, que ce soit par le biais de la publicité, mais aussi des artistes contemporains de notre époque, mais aussi de celles et ceux qui nous ont précédés. La fameuse bibliothèque dont je parlais au début de l'épisode. Nous avons tout à chacun des artistes qui nous viennent en tête et qui sont comme des pierres angulaires de notre envie de nous lancer dans ce métier. Des artistes font partie de cette bibliothèque. Et c'est dans cette bibliothèque dans laquelle on peut se servir pour s'inspirer et alimenter notre trait. Est-ce que je serais le même illustrateur si je n'avais pas été transporté par les affiches de Musha, par le trait de Hiromu Arakawa, par les illustrations de Yoshitaka Amano? Est-ce que j'aurais un goût aussi prononcé pour un style cartoon si je n'avais pas rencontré dans ma vie les BD d'Alex Alice, de Mathieu Laufray ou de Brian Lee O'Malley? Si je n'avais jamais écouté Sens Créatif, Esquisse, ou bien vu les blogs de mon collègue Yoad Bomal, est-ce que je serais dans vos oreilles actuellement avec un podcast? Est-ce que tout ce que je crée aurait cette forme, ce fameux style? Et est-ce que piocher dans cette bibliothèque que je me suis fabriquée ne m'a pas aidé jusque-là? Bien sûr que oui. Évidemment que la réponse est oui. Car j'ai fait le choix de garder ce qui me faisait kiffer dans chacun de ces artistes afin de marcher dans leurs traces, mais aussi pour me lancer à travers eux dans ce domaine qui m'intéresse. Si je partais de rien, je n'aurais peut-être pas eu la même motivation, mais aussi le même plaisir quant à la création. Peut-être même que je serais resté un simple consommateur de visuels. Et c'est peut-être un point important sur lequel j'aimerais insister. Faites ce que vous aimez. Avoir un style, c'est du travail, du ressenti, de l'expressivité, mais cela doit être aussi du plaisir. Car c'est ça qui va vous faire pratiquer, vous améliorer et vous démarquer. Le plaisir est une chose qui se transmet de par le simple fait de le ressentir. Et notre trait qui peut devenir un catalyseur de ce plaisir que l'on ressent et qui va le transmettre à celui ou celle qui le regarde. Et ce truc de regarder un dessin et de se voir transmettre le plaisir de l'artiste, j'appelle ça l'effet waouh. C'est ce truc que tu ressens quand tu regardes un dessin qui te fait te dire « Putain, qu'est-ce qu'il est cool ce dessin !» Alors attention, je ne parle pas du syndrome de Stendhal qui lui le stade au-dessus. Le fait de tomber littéralement dans les pommes en découvrant une œuvre qui nous bouleverse. Non, là je parle d'un truc qui nous donne un coup de boost, un shoot d'endorphine, un plaisir indiscutable quand on regarde une œuvre. L'effet waouh, c'est le truc qui peut te donner envie du jour au lendemain de prendre un crayon pour commencer à te lancer dans le dessin. Et ce, même si tu n'as jamais touché un crayon de ta vie. C'est un effet qui va pouvoir te donner une envie de t'exprimer, parfois sur un sujet qui te touche, car un artiste que tu aimes l'a fait avant toi. Ce qui te fait te sentir que tu peux prendre le relais et partager ton Umwelt créatif au reste du monde. Expérimenter cet effet waouh peut donner parfois des frissons, te faire rester toute la nuit debout pour mener à bien une illustration et te faire poster avec fierté sur les réseaux sociaux pour tenter de voir la réaction des autres face à cette création toute fraîche. Alors évidemment, ça ne fait pas toujours mouche. L'effet waouh ne se contrôle pas, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'instinctif si vous voulez, qui titille notre cerveau primitif. C'est une énergie dont il faut profiter quand on veut se lancer dans la création, car elle sera comme l'essence dans notre moteur de motivation, notre kérosène pour partir en voyage. Et vous alors, avez-vous déjà ressenti cet effet waouh? Au fond, est-ce si important que ça le style? Bon,
Comment trouver son style, c'est fait. On a plutôt bien cerné le truc. Mais quelque chose d'autre me vient à l'esprit sur le sujet. Qu'est-ce que ça peut bien dire de nous de se concentrer autant sur un style graphique, d'y porter autant d'importance au point parfois d'oublier tout le reste, et de trouver pléthore de podcasts et de vidéos sur le net à ce sujet? Serait-il simplement une question de faire quelque chose d'efficace pour assurer le bon fonctionnement de notre art, ou bien un réel questionnement sur le beau? Ou bien encore, est-ce que cela montre quelque chose de plus profond en nous? Pour répondre à ces interrogations, je vais essayer de retracer mon vécu quant au sujet du style. Attention, story time. J'ai commencé à dessiner vers 19 ans. À cet âge-là, j'étais en train de passer mon bac pro et je m'ennuyais fermement. Je n'avais pas de réels amis et je n'avais que les jeux vidéo pour m'évader. Je séchais les cours et je ne me projetais pas bien loin dans mon futur. Une adolescence plutôt classique. Puis un jour, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai commencé à prendre un crayon et à recopier des illustrations d'un guide des jeux Final Fantasy. Ces livres étaient dingues car les auteurs avaient les droits d'utilisation des illustrations de Yoshitaka Amano, mais aussi des autres concept artistes et illustrateurs de chez Square Enix. Et pour l'ado qui venait tout juste d'avoir un ordinateur et balbutiait dans l'utilisation de celui-ci, c'était l'occasion d'avoir accès à des illustrations incroyables. Tenter de les recopier le plus fidèlement possible me donnait l'occasion de m'occuper autrement qu'avec une manette à la main et de continuer un peu de vivre dans ces univers fantastiques qui me sortaient de mon quotidien bof-bof d'adolescent. Je me souviens avoir beaucoup aimé faire cet exercice, tant et si bien que je le faisais également avec mes mangas favoris comme Fullmetal Alchemist. Je me souviens que la découverte de ce manga de Hiromu Arakawa et dépeignant les aventures de deux frères en quête de la pierre philosophale pour retrouver leur corps blessé suite à l'exécution d'une transmutation internite et dangereuse m'avait fait l'effet d'une claque dans la tronche. J'ai toujours adoré le style de cette autrice et sa manière de développer son univers avec ses personnages et ses règles. Je m'attardais donc à pas mal recopier aussi ses dessins par pur plaisir et pour tenter d'en trouver la capacité de faire pareil, d'avoir du style. Surtout que Kurokawa, la maison d'édition en France qui éditait les tomes, avait fourni un petit ouvrage bonus et qui partageait les croquis de l'autrice qu'elle réalisait derrière ses planches. C'était incroyable. Plus tard, la pratique du dessin devenant routinière, j'ai commencé à avoir besoin de matos et donc à accumuler un peu de matériel de dessin et à expérimenter par moi-même. Je me lançais dans des défis de character design beaucoup trop difficiles pour mon tout jeune niveau. À ce sujet, je me rappellerai toujours de mon prof d'art plastique au lycée, monsieur Ben Amar, qui m'avait expliqué que je ne devais pas perdre du temps dans des projets trop complexes, pour mes balbutiements en dessin, et que je devais me focaliser sur le fait d'apprendre à bien dessiner avant tout, qu'une fois que je connaîtrais les règles du jeu, je pourrais m'amuser avec. Et il avait clairement raison, mais à cet âge-là, on n'en fait qu'à sa tête et je trouvais ça bien plus stylé d'illustrer les 12 signes du zodiaque façon créature de Final Fantasy que de m'occuper d'analyser, de comprendre comment fonctionne le corps humain ou animal et cette satanée perspective. Ce qui fit d'ailleurs que je n'ai jamais terminé ce projet et qu'en retombant dessus il y a quelques années, c'était plat. Normal, j'étais tout débutant. Tiens, en me rappelant tout ça, je pense que je tiens quelque chose. Faire les choses parce que c'est stylé à cette époque, c'était comme une sorte de satisfaction de faire de l'esbrouf. Car cela m'apportait un peu de crédibilité. Cette fameuse street cred qu'on adore tant quand on est ado pour éviter d'être le loser de la cour de récré. Et puis comme ça, entre deux séances à me faire harceler ou chambrer, j'arrivais à cerner la personne derrière les masques de lycéens sous hormones. Je créais mon petit effet waouh. Et je crois qu'à cette époque, je cherchais cet effet pour cette raison, la crédibilité mais aussi la tranquillité. Mais cependant, je ne comprenais pas la quête que cela demandait. Les autres conséquences positives sur ma vision du monde que cela pouvait avoir. Suite à la découverte du dessin et l'arrivée d'Internet dans ma vie, tout s'est accéléré socialement. En un an, je rejoignais un forum de dessin et je montrais ma progression. Je rejoignais un forum de roleplay dessiné, sur lequel je créais mes premiers personnages tous plus clichés les uns que les autres, et je rejoignais un fanzine avec qui j'allais parcourir toute la France et rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux artistes qui m'en mettent plein les yeux et me lier d'amitié, parfois même d'amour. D'ado isolé, je passais à jeune adulte socialement épanoui. C'était le pied. Et niveau dessin, je continuais de vouloir faire les choses parce que c'était classe. Je voulais devenir auteur de BD car c'était la classe de voir Régis Loisel bosser dans sa baraque en campagne et parler de ses œuvres, alors que je n'avais même pas dessiné plus de 3 cases de BD dans ma vie de dessin. Je voulais être digital painter car je trouvais ça stylé de peindre sur Photoshop, que c'était trop le futur, alors que je n'avais jamais touché un réel pinceau de ma vie. Je voyais les projets de fanzine des autres groupes et je voulais moi aussi lancer plein de projets et créer des univers, juste parce que ça marchait bien à mes yeux et que ça faisait classe, alors que je n'avais aucune expérience et aucune idée du boulot que ça demandait.
Je voulais avoir le style graphique de mes amis qu'ils avaient un succès de dingue sur les forums où j'étais et que je voulais moi aussi goûter à ce succès, alors que je ne voyais pas la somme de travail et de recherche qu'ils mettaient derrière. J'étais totalement naïf. Je voyais tout ça finalement qu'avec un œil de consommateur d'images, pas avec l'œil d'un créateur. Tout ça n'était qu'une envie d'exister pour quelqu'un ou un groupe de personnes. Quelque chose de très adolescent finalement, on y revient. Et c'est bien normal quand on a 19 piges, hein. Attention, je dis tout ça sans méchanceté envers mon moi boutonneux. Je le dis même plutôt avec de la tendresse. Maintenant j'ai 33 ans et je vois à quel point j'ai fait du chemin là-dessus. Bien sûr, les créations des autres illustrateurs et illustratrices me fascinent toujours, les exploits graphiques des peintres et peintresses passés m'inspirent toujours. Cependant, je n'y vois plus une quête de me les approprier et de m'en inspirer pour la fame. J'y vois plus un chemin d'intégration dans mon parcours graphique, une nourriture créative et spirituelle qui alimente mes capacités graphiques et ma personnalité, cette fameuse bibliothèque. Une bibliothèque que je remplis année après année et dans laquelle je peux piocher pour m'inspirer et me motiver pour continuer mon travail sur mon style graphique. Je vois au-delà du look d'une œuvre, je regarde le contexte de création, l'état émotionnel de la personne qui l'imagine, le système dans lequel l'œuvre est montrée et l'époque dans laquelle elle a été imaginée. Et quand je regarde mon moi de 19 ans, je ne lui en veux pas. Au contraire, si je l'avais en face de moi, je lui ferais un gros câlin histoire de le rassurer sur tout ça. Car au fond, c'est aussi en passant par ça que j'ai pu évoluer et mûrir et que je continuerai avec le temps de grandir. Et finalement, finir par accepter le changement, c'est aussi une part importante de la vie d'un ou d'une artiste. Et c'est là que je sors un dernier conseil pour trouver son style de rien. Laissez le temps au temps et surtout, laissez les choses changer et évoluer. Vous allez grandir et mûrir. Vos goûts personnels vont changer, vous allez vivre des expériences de toutes sortes. Et tout ça va faire partie intégrante de votre style graphique, car cela vous nourrira. Donc laissez les choses venir, multipliez les expériences afin de vous donner le plus de choix possible. Et au pire, vous pourrez toujours mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas ou ne fonctionne pas avec votre travail. En résumé, eh bien, qui aurait cru qu'on pouvait autant extrapoler sur la question du style, hein ? Moi qui pensais avoir naïvement fait un épisode plutôt petit. Vous voyez, du coup, se trouver un style graphique est quelque chose d'important. Mais pas que pour les sbroufs ou par nécessité. C'est plus une quête intérieure qui implique des recherches et des trouvailles, mais aussi de fouiller son côté sombre, sa part d'obscurité. Cela nous questionne beaucoup sur plein de sujets comme le beau, ce que l'on veut montrer aux autres et ce qu'on en a compris du monde, mais aussi tout bêtement ce que l'on aime ou n'aime pas. Cela va être aussi une synthèse de l'instant T de notre vécu, de notre histoire et de notre expérience. Et ça sera également des choix, des envies et des inspirations qui s'expriment, mais surtout ce sera un changement permanent tout au long de notre vie. C'est donc surtout une question de temps et de gestation comme un lent processus d'intégration dans notre esprit créatif. Et tout cela donnera un style sans autre pareil, car il sera le reflet de nous-mêmes. Et qui sait, ce style touchera peut-être quelqu'un et lui donnera à son tour cet effet waouh et cette envie de partir en quête. Vous aurez peut-être d'autres questions sur le style, comme par exemple en rapport avec le côté mercantile de notre métier. Et désolé si c'est le cas, mais cela m'intéressait beaucoup plus de creuser la question de ce que ça nous fait ressentir et ce que cela dit de nous. Mais soyez-en certains, déjà suivre cette analyse que je vous ai présentée et les moyens tout bêtes de travailler et chercher son style vont permettre déjà de vous faire remarquer. Car comme je le disais, cela vous permettra de vous montrer tel que vous êtes graphiquement, et déjà ça, cela fera la différence professionnellement. Allez si, un dernier petit encart pour parler du sujet d'avoir plusieurs styles. Il est vrai que comme ça on pourrait penser qu'il est nécessaire d'avoir qu'un seul style pour se faire remarquer. Après tout, Zep, on le reconnaît grâce au style qui s'est développé avec ses BD Titeuf. Et pour citer une autrice, Digli est reconnaissable à son trait très influencé par la poésie et ses combats. Pourtant, c'est quasiment certain que ces auteurs et autrices ont dans leur trousse de dessinateurs et de dessinatrices des facettes graphiques différentes, qu'ils utilisent soit pour eux, soit pour d'autres projets. Et ce n'est pas interdit ou mal vu, c'est quelque chose dont on parlait souvent avec une amie. Cette question de savoir quoi poster sur Instagram. Est-ce qu'on devait montrer qu'un seul type de dessin, ou bien pouvions-nous nous permettre de montrer tout et n'importe quoi ? Et malheureusement, je n'ai pas de réelle réponse à vous donner, car dans cette histoire de réseaux sociaux, cela implique des mécanismes qui sont hors de mes compétences et de mon intérêt. Mais aussi tout bêtement que sur les réseaux sociaux, il est autant question d'être là au bon moment et à la bonne tendance, mais surtout d'être régulier. Je vous conseillerais donc de suivre dans ce cas-là les conseils d'Aurore Bay, une pote et collègue à moi qui saura plus vous informer sur le rapport entre artistes et réseaux sociaux, tout en vous donnant de bons conseils pour améliorer votre entreprise créative. Les liens seront bien évidemment en description de cet épisode. Pour en revenir au style pluriel,
je ne pourrais que vous conseiller de laisser parler votre instinct. Si vous désirez assumer d'être multifacette, allez-y. Rien ni personne d'autre que vous ne pourrait vous en empêcher. Il n'y a que vous qui pourrez décider. Et qui sait, peut-être que de vous autoriser à avoir plusieurs styles vous ouvrira plusieurs portes. Mais cela pourrait également être incompatible, si vous désirez maîtriser absolument un domaine graphique particulier. Après tout, en anglais, il existe un dicton « Jack of all trades, master of none ». Être bon en tout et excellent en rien. Ce qui pourrait sonner comme ça comme quelque chose de négatif, mais j'aime bien y voir plus quelque chose de neutre, un truc qui dépendra de l'humeur et de la vision de chacun et chacune. Après tout, il n'y a aucun mal à aimer être bon dans plusieurs domaines et se faire kiffer, tout en sachant que l'on se limite les possibilités d'être excellent dans un domaine précis. Et même là, je ne suis pas sûr qu'il n'existe pas quelqu'un sur cette planète pour nous prouver que c'est tout de même possible. Donc voilà, laissez parler votre âme d'artiste. Si vous désirez avoir plusieurs styles, que vous êtes à l'aise avec cette idée et que ça fonctionne, go for it. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir maîtriser du mieux possible un seul sujet, un seul style, go for it too. Il n'y a concrètement pas de vraisemblable règle divine ou magique quant à ces questionnements stylistiques. Essayez juste de cerner là où vous sentez le mieux et où vous prenez le plus de plaisir, encore une fois c'est le plus important. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr de sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il vous faudra pratiquer, travailler et kiffer votre pratique. Car c'est tout ça, trouver son style graphique. Et bien voilà qui conclut notre premier épisode de cette nouvelle aventure podcastienne. Et quel premier épisode! J'attaquais avec du lourd sur ce coup-là. J'espère que cela vous a plu d'ailleurs. Le style est une question omniprésente chez les artistes débutants, mais aussi pour certains plus affirmés. Et comme je suis souvent passé par là, je trouvais que cela faisait un bon sujet pour une première chronique pour cette nouvelle aventure qu'est âme d'artiste. N'hésitez pas d'ailleurs à me raconter votre vision du style graphique. Êtes-vous d'accord que c'est une quête bien plus profonde que de simples questions sur le rendu visuel de nos créations? Cela m'intéresse d'en discuter avec vous, alors n'hésitez surtout pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le faire savoir. Likez, partagez à vos proches et commentez pour dire des mots doux ou émettre des critiques. Je lis tout avec attention et ça booste de manière incroyable. Et je vous rappelle que si vous désirez me soutenir moi et âme d'artiste, tous les liens sont dans la description menant vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. See you there. Je remercie mon bro Laurent Bazar pour ce super générique qu'il m'a concocté, il est incroyable. Si vous désirez suivre ses aventures, n'hésitez pas à checker son site internet laurentbazar.com. De plus, n'hésitez pas à suivre la saison 5 de Sens Créatif qu'il co-anime avec Jérémy Kleiss que je remercie aussi au passage. Sur ce, il est temps pour moi de retourner au turbin pour vous fournir les prochains épisodes. Prenez soin de vous, de vos proches ainsi que de votre âme d'artiste. C'était Lutostinato. Bye bye.